Monsieur Jorion, ce qu'on vient d'entendre, pour moi, ça fait écho à des pages de votre bouquin sur ce que vous appelez Ouais, l'abusus. Vous dites que, enfin, il y a plein ouais, de choses qui font écho à la situation actuelle, mais là, le cas de Luxfer fait écho à quelques pages que vous avez sur l'abusus. Vous dites que aujourd'hui, ouais, le propriétaire a le droit d'usus, donc d'user de sa propriété. Il a le droit de fructus, ça veut dire d'user des fruits de sa propriété, mais il a aussi le droit d'abusus, c'est-à-dire d'abuser et voire jusqu'à aller jusqu'à détruire. Et il dit que vous dites qu'il y a des secteurs où ça a été limité, mais en revanche, il y a un secteur où ça n'a pas été limité, c'est dans ce qu'on peut faire d'une entreprise. Et là, on a le droit de la détruire. ouais. On a réduit le droit d'abuser de sa propriété pour les individus, mais pour les entreprises, non. Voilà. Et tu sais bien que je vais te dire tu, puisqu'on se dit tu Ouais. d'habitude. Euh, tu sais bien qu'aux États-Unis, c'est allé jusqu'à cette déclaration de la Cour suprême disant que les entreprises parce elles ont le droit d'être reconnues comme des personnes, peuvent mettre autant d'argent qu'elles le veulent, puisqu'elles représentent un certain nombre de personnes, alors qu'aux États-Unis, je crois que les gens peuvent mettre jusqu'à 8 000 $ pour soutenir une campagne électorale, mais les entreprises qui représentent un nombre illimité de personnes, eh bien, elles peuvent mettre des sommes illimitées aussi. Voilà, c'est aller aussi loin que ça, c'est-à-dire que des droits que nous n'avons plus du tout en tant qu'individus, eh bien, les entreprises l'ont. Et tu as fait voilà plusieurs remarques déjà dans ce sens-là, et tu as bien raison. On fait passer les choses bien avant les gens. On fait passer la vie des rétroviseurs avant celle des gens qui font des rétroviseurs, et c'est là qu'on est arrivé. Tu te souviens de cette histoire? C'est un certain Moïse, il descend de la montagne, il a des tables de la loi que Dieu lui a données directement, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ces gens qu'il a laissés pendant un certain temps, ils sont là et ils rendent le culte du veau d'or, qu'on appelle aussi Mammon, et c'est l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est très fâché, comme nous devrions l'être. Il casse les tables de la loi. C'est terminé. Voilà, on n'en parle plus. Alors, je crois que le moment va venir où nous allons vraiment nous fâcher. Justement, votre livre, quelque part, c'est un éloge de l'économie dirigée. Et vous essayez de, enfin, vous Ouais, réhabilitez pour moi le terme d'économie dirigée. Il y a un passage, c'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier votre livre, c'est à la page 58. À la page ouais, 58, où vous dites finalement, à partir du 19e siècle, l'économie a dirigé et on n'a pas dirigé l'économie. Et quelque part, d'un moyen, c'est devenu une finalité. Et on a cessé d'énoncer quels étaient les objectifs que nous souhaitions atteindre ensemble. ouais. Ouais, ouais. Mais c'est un coup d'État qui a eu lieu dans l'économie, dans la réflexion économique. Avant, on parlait de deux choses essentiellement dans les bouquins d'économie qu'on appelait l'économie politique. On appelait des rapports entre les classes, et ces rapports de classe, ils pouvaient être très conflictuels, et on parlait de la propriété privée. Et puis tout à coup, il y a un tournant. Au lieu de dire que les gens peuvent être éventuellement différents dans l'économie parce qu'il y en a qui seraient opprimés et les autres qui seraient les oppresseurs, on dit tout à coup, non, on est tous pareils, on est tous des consommateurs. Alors le type qui tend la main au coin de la rue, il est consommateur. Le patron qui a une entreprise de 10 000 personnes, il est consommateur aussi. Donc on est tous les mêmes. Voilà, c'est un coup idéologique. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait une réflexion de type scientifique sur l'économie et on commence à avoir un discours idéologique, un truc qui est essentiellement payé par les banquiers à l'époque. La société du Mont Pèlerin, qui crée le petit groupe qui finalement créera le prix Nobel d'économie, elle est soutenue pas par les universités, même pas par les gouvernements, elle est soutenue par l'industrie suisse. Voilà, c'est grâce à l'industrie suisse qu'on a un prix Nobel d'économie qui n'a aucun rapport avec les autres prix de Nobel et qu'on appelle d'ailleurs, oui, s'il fallait vraiment, le prix en l'honneur d'Alfred Nobel qu'a organisé la Banque centrale suédoise. Voilà. Mais alors, vous dites que à partir du 19e siècle, en gros, peu importe ce qui est produit, peu importe ce qui est, on ne vise plus rien. On ne vise plus que le développement en soi. Et à la limite même, si jamais on dit il faut construire des beaux logements à la place de construire des taudis, ça va être considéré comme étant un coût supérieur
supérieur de construire des beaux logements et non pas comme un enrichissement du pays et un bienfait et un bien-être supérieur apporté aux populations. Il y a deux logiques. Il y a la rationalité, que celle qu'a décrite Aristote, en disant, voilà, on fait un raisonnement, on se donne un objectif, et puis grâce au raisonnement, en faisant des syllogismes bien construits, on va arriver à définir ce qu'il faudrait faire. Voilà. On a un objectif, on va aller vers l'objectif. Il appelle ça la cause finale. Et puis, bon, il y a une autre rationalité qui apparaît. On nous dit non, 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 c'est trompé, c'est pas du tout ça la rationalité. La rationalité, c'est de définir le rendement marginal des choses en fonction de l'utilité pour les individus. Et on va faire du calcul à partir de ça. Ça va devenir purement des mathématiques. Voilà ce qu'on fait. Et tout à coup, au lieu d'avoir une logique des finalités, on n'a plus qu'une logique des coûts. On va regarder combien ça coûte. Alors on fait des trucs et puis on regarde combien ça coûte et on essaye, bien entendu, pour augmenter le profit, comme on fait dans une entreprise. L'État va aussi minimiser les coûts. Et alors on va minimiser que les coûts et après on regardera ce qui est arrivé et on dira ben c'est ça qu'on voulait. Au lieu d'avoir un objectif, on n'a plus d'objectif, on minimise les coûts et à l'arrivée, on dit ben, c'est ça qu'on voulait. C'est ce que la main invisible d'Adam Smith a déterminé parce que l'État, c'est un truc dégueulasse. L'intérêt général, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On a un principe qui s'appelle l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus et tout le reste, c'est des mirages, c'est des trucs qui n'existent pas vraiment. Le collectif, c'est une blague, c'est un truc qu'on nous a vendu. Il y a que les gens qui sont pas contents, qui comprennent pas qu'ils devraient travailler davantage. Ces gens-là ont du ressentiment et ils nous inventent un truc qui s'appelle l'intérêt collectif. Faut pas comprendre parce qu'ils sont pas responsables, parce qu'ils veulent pas travailler en réalité. Et donc, vous dites, à la place de laisser le truc s'auto-gérer comme ça, sans finalité, il faut redonner à l'économie des finalités. Donc, si on lui donne des finalités, ça veut bien dire qu'on la dirige. On la dirige dans un sens. Et le sens dans lequel vous dites qu'il faut le diriger, c'est un, l'impératif écologique, donc sauver la planète en gros, et deux, et il va avec l'impératif social et que en gros, à la place dans une économie des désirs, on retourne à une économie des besoins. Ouais, c'est ça. Il faut dire ce qu'on veut. Il faut dire ce qu'on veut. Cette idée d'avoir calqué la manière de gérer un État sur celle d'une entreprise dont la seule finalité c'est de produire du profit, c'est-à-dire de vendre plus cher que ce que ça a coûté. Pourquoi est-ce qu'un État fonctionnerait comme ça? C'est pas du tout ça. C'est pas pour ça qu'il y a un État. L'État peut abuser de son pouvoir, bien entendu, mais l'État il est là pour représenter l'intérêt général, ce que nous voulons nous dans notre ensemble, et pas simplement ce que des petits groupes bien particuliers veulent à l'intérieur d'un système qui est notre système capitaliste, où il y a une pompe organisée pour que celui qui fait rien mais qui a pu avancer des fonds reçoive la plus grosse partie de la richesse qui a été créée. C'est cette logique-là qu'on tolérait, d'une certaine manière, qu'on tolérait pour des gens voilà, de leur côté. Mais là, maintenant, on en a fait aussi la logique de l'État, c'est-à-dire à partir des années 70, parce qu'avant, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et vous dites, à un moment, de toute façon, il va y avoir grosso modo une étincelle, il va y avoir un événement qui va nous recontraindre à basculer vers une logique des finalités. En tout cas, c'est un espoir que vous placez. Est-ce que vous pensez que le moment est venu? Est-ce que vous pensez que cette crise du coronavirus peut au moins nous servir à ça? C'est-à-dire que oui, la difficulté avec le réchauffement climatique, que c'est un truc voilà, ça va au ralenti, on peut voir, il y a des endroits où ça va pas au ralenti. Si vous regardez un peu ce qui se passe en Australie, où vous voyez tout à coup la carte du pays où il est mis en rouge foncé, en grenat la température quand elle dépasse 40 degrés, tout à coup vous voyez toute l'Australie qui devient toute rouge et vous vous dites bon là il y a quelque chose qui se passe. Mais chez nous ça va relativement au ralenti. Alors c'est un exercice formidable qui nous arrive maintenant. C'est formidable parce que ça nous montre ce que c'est une catastrophe. Ce qui nous arrive maintenant dans la Bible, ça s'appelle un fléau. C'est un fléau, comme les sauterelles, comme la guerre, etc. Et on ne veut pas utiliser ce mot. On veut pas. Ce qu'on essaie de cacher, nos gouvernements, c'est à quel point on est dans l'horreur dans ce qu'on est en train de faire en ce moment.
on nous dit oui, c'est relativement normal, etc. Et cette histoire de faire fonctionner des entreprises qui font des rétroviseurs, c'est pour nous convaincre qu'on est encore dans la normalité. Alors on nous dit ce qu'il faudrait dire, restez à la maison, bougez surtout pas. Et puis on nous dit, allez voter. Et un ministre vous dit, voter, c'est quand même aussi important que de rester à la maison. Ça va pas, ça. Mais c'est pour nous convaincre qu'on est dans la normalité et que quand ça s'arrêtera, on sera toujours dans la normalité et qu'on pourra nous refaire le coup qu'on nous a fait en 2008, c'est-à-dire de reconstruire le système à l'identique. Pourquoi est-ce qu'on n'y croyait pas? On n'y croyait pas, on se disait, ils n'auront pas le culot d'essayer de reconstruire ça comme c'était. Eh ben si, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours le rapport de force en leur faveur. Alors là, il faut qu'on commence, toi et moi, déjà à gueuler. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour dire quand ça se terminera, on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord pour remettre ça en place. Quand Sarkozy, discours de Toulon, formidable, écrit en fait par Guénaud, de dire voilà, on a bien compris qu'il fallait changer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont remis le truc en place? Nous, on était soulagés, on devait retravailler, c'était la fin de la récession. On n'a pas dit à ces gens-là, mais qu'est-ce que vous nous avez raconté comme boba? Maintenant, il faudrait le faire. Mais cette fois-ci, on est prévenu. Je pense que, enfin, dans le moment actuel, on a deux choses à faire. Il faut les démasquer au jour le jour. C'est-à-dire leurs mensonges. Parce que quand je vois le discours de Macron, puisque je le relisais, depuis des semaines, nous agissons, nous nous préparons. Ben non, si c'était préparé depuis des semaines et des semaines, il y aurait des tests, il y aurait des masques, il y aurait du gel. Donc c'est du bidon. Il continue à nous mentir en permanence. Et il faut, on peut pas faire un bloc national derrière Macron aujourd'hui. La nation peut être unie dans cette crise sanitaire, mais elle peut pas être unie derrière Macron. Et donc on est dans un temps comme ça où il faut continuer à les démasquer et il faut se faire des souvenirs. Il faut se faire des souvenirs, il faut garder tout ça en mémoire pour demain, parce que là, c'est un temps d'hibernation, mais demain, il faudra pas oublier, il faudra leur faire payer ça. Et par ailleurs, l'autre chose, et c'est peut-être à ça que ton livre est plus utile, parce que moi, c'est mon côté pamphlétaire et tout ça, mais ton livre est plus utile, c'est de poser les jalons pour, du coup, quelles sont les ruptures qu'on mettrait en œuvre, vers quoi on irait. Notamment, dans ce que tu dis, il y a tellement de choses qui font écho aujourd'hui, mais tu dis, les États des pays occidentaux s'avèrent être des lions assoupis. S'ils n'en font pas l'usage de la force pour imposer leur volonté, cela ne signifie pas qu'ils n'aient pas les moyens de le faire et qu'ils hésitent beaucoup et recourir aussitôt que les événements prennent de court la pensée conservatrice et conformiste de leurs dirigeants. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps où on revoit d'un seul coup l'énorme puissance des États occidentaux, puisque on peut plus aller pisser à plus d'1 kilomètre de chez soi. Donc c'est quand même, c'est difficile de faire plus puissant que ça. C'est comment, à la sortie de cette crise-là, ils vont pas refaire comme s'ils étaient des petites souris qui pouvaient rien contre les mouvements de capitaux, qui pouvaient rien contre les multinationales, qui pouvaient rien contre la défiscalisation et qu'ils étaient des petits animaux inoffensifs alors qu'ils ont réussi à nous imposer ça pendant le temps de la crise. Et là, tu jettes les bases de ça, notamment en disant, voilà, il faut revenir à diriger l'économie et pas se laisser diriger par elle. Ah ouais. Non, sinon, c'est ce que je disais, on laisse les choses, on laisse les objets déterminer ce que les êtres humains sont. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, tu en as parlé dans la première partie. Les gens les plus exposés, on les envoie quand même au boulot. Et qu'est-ce que c'est ça? Il faut employer le mot, hein, il faut quand même le dire. C'est une politique déguisée d'exterminisme. C'est-à-dire d'envoyer, c'est comme dans la guerre de 14, les planqués, les gens qui, voilà, de la bourgeoisie et tout ça, leurs parents pouvaient leur payer un remplacement. Et c'était d'autres qui allaient au front. C'était les enfants d'ouvriers, essentiellement les paysans qui allaient au front. Les enfants des bourgeois, ils restaient à la maison. Et c'est ça qu'on est en train d'organiser aussi. Il y a une espèce d'exterminisme latent maintenant. Pourquoi? Et ça, tu as vu cette lettre par un patron là, un patron qui dit on va essayer de tirer parti de ce qui se passe pour essayer d'attaquer le capitalisme. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit aussi qu'il faut absolument pas toucher au système tel qu'il est. Et donc, puisqu'on est en économie de guerre, tu prends l'exemple des guerres en disant, eh bien, ça a été un temps où, par exemple, les États-Unis ont réussi en très peu de temps à faire basculer leur économie de manière importante
pour choisir de lutter contre ça. Donc, on pourrait le faire en gros contre le réchauffement climatique. Mais tu prends aussi, il me semble que c'est l'exemple de la Grande-Bretagne. Là, la fabrication de certains objets était purement et simplement interdite. Parmi ceux-ci figurent la quincaillerie d'aluminium, de nombreux objets de luxe, pianos, frigidaires, etc. Et restrictions probablement très pénibles pour les Anglais si éprises de pelouses bien entretenues, on n'a plus le droit de fabriquer de tondeuses à gazon. Et bien peut-être que dans le temps à venir, il faut aussi qu'on ait des dizaines, des centaines, des milliers d'objets qu'on considère comme inutiles et qu'on souhaite ne plus produire. Ouais, il y avait un autre truc, c'était le nombre de boutons sur les manchettes et des trucs comme ça, ou les cols en fourrure qui n'étaient pas nécessaires. Mais au moment où il faut mobiliser une population entièrement, les gens comprennent que ce qui est de la pure fantaisie, pas tout le monde, il y en a toujours là qui considèrent que ce qui est de la pure fantaisie, ça n'a pas priorité sur le reste. Mais sinon, quand il y a véritablement un grand danger et qu'on comprend la nature du danger, et malheureusement dans les cas de 1940 et de 1941 pour les États-Unis, les gens ont compris l'enjeu. Alors il ne faut pas enjoliver non plus. Il y a un type qui a écrit récemment un article pour dire oui, l'esprit du Blitz en Angleterre, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas contents. Bien entendu. Mais devant des priorités et la survie du genre humain, ce sera quand même une priorité parce que sinon on n'en parlera plus parce que ce sera terminé. Il faut qu'on puisse se mobiliser et réduire la capacité, je dirais, de nuisance des gens simplement pour qui Aristote les appelait les amis du plaisir. Voilà, les amis du plaisir, c'est sympathique. Mais s'ils comprennent pas l'intérêt général, il faut quand même, à ce moment-là, il faut pouvoir les arrêter avec la police, les faire venir devant le tribunal, les mettre en prison, parce qu'ils mettent le reste en danger. Voilà. Et il faut que nous rendions compte qu'une société doit être organisée. Et là, je rappelle toujours que les grands théoriciens de l'ultralibéralisme, les von Hayek, les von Mises, c'était des gens qui étaient convaincus que la venue du socialisme, en fait, elle était inéluctable. C'était un mouvement inexorable, que tout ce qu'eux pouvaient faire, c'était ralentir ça. Bon, très bien. Mais le moment est venu de plus ralentir et d'arriver à quelque chose qui soit la générosité, la solidarité, parce que leur concurrence à tout craint, leur compétitivité, etc., c'est un truc qui peut jouer dans les marges. C'est bien pour les Grecs, ils avaient compris ça. Ils mettaient la compétitivité, la concurrence, ils mettaient ça dans les Jeux Olympiques une fois par an ou une fois tous les 4 ans, je me souviens plus. Mais le reste du temps, on fonctionnait dans une société qui essaie de marcher. Et c'est le même principe de la Chine antique. Il faut une harmonie entre le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Entre l'organisation de l'État de manière générale et les individus. Et pourquoi en Chine? Pourquoi ils ont compris ça tout de suite? Parce qu'ils mangeaient tous du riz et qu'il fallait qu'il y ait de l'eau dans les rivières qui puisse servir à l'irrigation. Donc il fallait, à l'échelle de cet immense pays, il fallait qu'on organise la distribution de l'eau. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et c'est pour ça que leurs villes ont été dirigées depuis, je crois que c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ, par des fonctionnaires et pas par des comme chez nous. D'abord par des guerriers ou des enfants de guerriers et ensuite par des commerçants. Non, il fallait organiser ça pour l'intérêt général. Et ça, on a complètement oublié avec l'avenue de l'ultralibéralisme. Chacun pour soi, il y a une main visible qui va s'occuper de tout ça en arrière-plan. Cette main visible, elle marche seulement quand tout va sur des rails. Dès qu'il y a une crise, ce truc s'effondre. Donc, parmi les ruptures que vous proposez, parce qu'il y a un certain nombre de ruptures concrètes, il y a le retour à la planification. Quel plan? Parce que le plan, c'est l'Union soviétique, c'est le Gosplan. Non, mais ça, c'est toujours de la même chose. Ah, le plan, c'était l'Union soviétique. Non, le plan, il fonctionne en Chine pour le moment. Alors, d'abord, il y a un truc. D'abord, il y a, je dirais, l'âme russe. Hein. Ça, c'était un truc qui avait un arrière-plan de la planification. Faire plaisir au supérieur. Alors, le supérieur n'aurait pas été content si le chiffre avait été 1000, alors on met 15 000. Bon, alors ça, c'est déjà une difficulté. Et d'autre part, il était très difficile à l'époque, à l'échelle d'un truc comme l'Union soviétique, d'avoir des informations tout à fait fiables. En plus, bon, le système a dérapé assez rapidement. Donc, quelle planification?
Une planification comme on peut faire, une planification comme la planification en France entre 1945 et 1970. C'était un truc, ça marchait. C'est pour ça qu'on formait les gens à travailler dans l'INSEE, etc., pour avoir des bons chiffres. Mais la difficulté, après, c'est pas, il suffit pas d'avoir les chiffres et de les regarder et puis de les mettre dans un dossier et puis qu'on ne les regarde plus. Ça doit avoir une certaine dimension indicative de ce qu'il faut faire. Au niveau de l'enseignement, on laisse les gosses faire absolument tout. Il y en a 15 000 qui veulent faire d'histoire de l'art, etc. Il n'y a pas un seul boulot en histoire de l'art. Il n'y a plus de boulot en journalisme, etc. Il faut leur dire où il y a des boulots. Et il faut les encourager. Et il faut mettre les moyens pour qu'ils aillent à l'endroit où ça sert à quelque chose. C'est ça, la Chine l'a compris depuis un certain temps. Il y a des tas de gens qui voulaient sans doute devenir poètes en Chine et qui sont devenus ingénieurs parce qu'on les a aidés à devenir ingénieurs. Et ça sert à quelque chose. Quand maintenant la Chine fait de l'intelligence artificielle, elle a raflé le marché à peu près partout. 95% de ce qui se passe maintenant en intelligence artificielle, c'est les Chinois qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le paquet. Alors, parmi les autres ruptures, ce que vous proposez avec votre co-auteur, c'est l'interdiction de la spéculation. Ouais. Tout bêtement. Ouais, tout bêtement. On nous dit, tout le monde est d'accord. Ah, la spéculation, c'est terrible. Regardez en 2008, quand on a dû régler l'ardoise, nous, les contribuables, la moitié des sous qu'on a payés, c'est purement et simplement spéculateur. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Ah, que c'est dommage, etc. Et alors, quand moi je dis, depuis cette époque-là, je dis, ben, il faut revenir à l'interdiction de la spéculation. Ah oui, mais la spéculation, ça a toujours existé. On sait d'ailleurs pas trop ce que c'est. Un truc extraordinaire. Paul Volcker, qui a été président de la Fed aux États-Unis, quand on lui demande qu'est-ce que c'est exactement la spéculation, il dit ben, on sait ce que c'est quand on la voit. Et quand le journaliste lui demande, oui, soyez un peu plus précis, il dit ben, je sais pas trop. Il sait pas ce que c'est. Alors qu'il y avait des lois au 19e siècle qui interdisaient la spéculation, qui disaient simplement les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des titres financiers, c'est-à-dire aussi les paris à la hausse ou à la baisse sur les taux d'intérêt, puisque l'un dépend de l'autre, sont interdits. Et regardez l'article 422. Dans l'article 422, on vous fait la liste des peines de prison qui sont associées à ça. C'était très simple. Oui, la France avait fait jusqu'en 1885. Oui, voilà. Jusqu'en 1885, c'était interdit. Alors, vous avez d'autres propositions. C'est la gratuité pour tous les besoins, au fond. Ouais. Ensuite, vous avez un truc que j'ignorais, c'est que les règles comptables aujourd'hui, elles sont déterminées par le privé lui-même et qui décide du coup que le travail soit un coût. Et c'est eux qui l'ont déterminé et ça a été établi par des normes comptables. Donc, vous proposez d'inscrire ces normes comptables dans la Constitution ou de revoir ces normes comptables. Plus généralement, vous avez vécu la crise de 2008. C'est même à ce moment-là que vous avez surgi devant une caméra comme celle-là et que vous vous êtes fait connaître. Est-ce que vous avez plus de raisons d'être optimiste sur une sortie de crise aujourd'hui et sur le fait que le système se remette pas éternellement sur ses pieds, mais qu'il y ait bien des changements et des changements probants, notamment pour la survie de la planète, que vous l'étiez en 2008, ou est-ce que vous pensez que de toute façon, ça sera à nouveau une crise pour rien? Ben pour ce qui touche à la France, les Gilets jaunes, c'est un avertissement, hein, c'est un avertissement. Et le fait que ça a été bien compris comme un avertissement, c'est la hauteur à laquelle est montée la répression, qui montre que voilà, un certain nombre de gens ont peur. Et cet industriel qui nous dit attention, vous allez remettre en question le capitalisme, il a tout simplement la pétoche. C'est ça qu'on voit dans son discours. C'est-à-dire qu'il sait que la patience des gens n'est pas infinie. Je sais pas, de 1600 à 1789, les gens ont été extrêmement patients. Il y a eu quelques jacqueries, etc. Mais en 1789, ça a pété. Ouais, mais vous savez, moi, dans mon camp, on n'arrête pas de nous promettre 1789. Ouais, c'est possible, mais il viendra un jour. Il y a des gens qui me disent, ouais, mon cousin, mon neveu, mon beau-frère, lui, il bougera jamais. Et alors, je pose la question. Imaginons qu'on est le 14 juillet 1789 et qu'on vienne frapper à sa porte et qu'on lui dise, les gens sont en train de s'assembler devant la Bastille. Je dis à ces gens-là, est-ce que vous êtes sûr que votre cousin, votre beau-frère, etc., qu'il irait pas? Et là, les gens me disent, je crois qu'il irait quand même.
C'est ça la réalité. Les gens attendent qu'il se passe quelque chose. Moi, je ne veux pas encourager les gens à de la violence, je dirais, déraisonnée, mais il faut que ceux qui nous imposent ce système qui ne marche plus depuis 2008 comprennent que la patience des gens a des limites. Voilà. Donc vous êtes plutôt optimiste sur le fait que là, il y a le fruit est plus mûr, les esprits sont plus mûrs qu'ils ne l'étaient en 2008. Tout ce que je sais, c'est que je continuerai à mettre toute mon énergie, tant qu'il en restera, à essayer de défendre, de prôner le changement qui est indispensable. Parce que si on le fait pas, c'est l'espèce tout entière à échéance. Et l'échéance, elle n'est pas très très lointaine. Hein. C'est 30 ans, c'est 50 ans, etc. Et à ce moment-là, c'est terminé le genre humain. C'est terminé. Il restera peut-être pendant, je ne sais pas, encore 20 ans de plus des gens sur une île quelconque. Mais ce qui va se passer, c'est que dans la dégringolade, il y aura des pays qui ont un arsenal nucléaire invraisemblable, qui vont finir par se fâcher pour une raison ou pour une autre, et parce qu'ils décideront que ce sont les ennemis de toujours qui sont responsables de ça, et ils feront péter ce bazar. Et les gens qui seront sur une île en Polynésie, le nuage radioactif, il viendra quand même, et ils crèveront quand même. Ils pourront pas rester 50 ans dans leur bunker. Ok. Merci Monsieur Jorion, enfin merci Paul, tu m'as dit de te tutoyer. Donc, non, merci pour le bouquin surtout parce que il y a des comme ça, des bouquins qui arrivent à point. D'abord, il fallait peut-être que je sois confiné pour le lire. Et puis ensuite, ça arrive vraiment à point. D'abord parce que ça tombe au milieu de cette crise et ça, c'est des espèces de boussoles parce que ça vient dire des choses que on pense déjà. Il y a des choses qui sont nouvelles et ainsi de suite, mais il y a plein de choses qui sont latentes qui étaient latentes en moi, et que le fait de les trouver écrites noir sur blanc dans un texte en face, ça aide à notre propre accouchement. Donc merci à vous et puis à Vincent Burnand-Galpin qui est votre co-auteur sur ce livre et qui à la fois mène une critique de l'économie qui dirige alors qu'elle doit être dirigée, qui rétablit l'économie dirigée, qui propose une planification et qui ouvre un certain nombre de propositions de rupture. Maintenant, moi, ma conviction, c'est que la rupture, elle pourra pas se faire avec les mêmes. Il va falloir changer de président pour changer d'orientation aussi, entre autres de président et de ministre, ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand j'entends Gérald Darmanin qui dit oui, il faut retrouver notre souveraineté et tout ça, quand ce sont les mêmes qui depuis 20 ans ont fait tout l'inverse, je dois dire que j'ai aucune confiance et que ça passe aussi par des ruptures politiques, quoi. Ouais, c'est pas encourageant. Mais tu sais, François, que tu es un personnage clé dans une célèbre bande dessinée qui s'appelle La survie de l'espèce par Grégory Maclès et Paul Jorion. Et voilà. J'ai vu ça il y a quelques années, oui. Donc vous m'aviez représenté en être très très énervé qui intervenait dans des assemblées générales d'actionnaires. J'étais encore plus énervé comme reporter que comme député, c'est dire. Voilà. Et tu sais aussi que dans la bande dessinée, ils t'aimaient pas beaucoup et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Ouais, ben j'espère il faut qu'on représente pour eux un danger. Il faut qu'on soit un danger, il faut qu'on leur fasse peur. Tu sais, c'est Henri Krasuki qui était un dirigeant de la CGT encore au début des années 80 et qui disait à ce moment-là, la peur a changé de camp. La peur qui se trouvait du côté, les patrons avaient peur et c'est les ouvriers qui se sont mis à avoir peur. Et c'est comment on va sortir de cette crise-là? Est-ce que la peur va s'être levée et que, comme au moment des Gilets jaunes, puisque, enfin, quand tu parlais des Gilets jaunes, tu vois, je me dis au fond, la seule réponse qu'ils ont trouvée était une réponse policière. Et c'est comme si aujourd'hui, même au moment du coronavirus, la seule réponse qu'ils trouvaient était une réponse policière. Et ben demain, il va falloir que nous on ouvre l'espoir pour qu'il y ait d'autres réponses, quoi. Et d'envoyer au front les gens dont on se dit qu'on n'a pas vraiment besoin. C'est ça aussi. Hein. Et tout comme dans la guerre de 14, tu sais, on disait, là, je vois, bientôt, on va réinventer les médailles, quoi. On va les mettre des médailles aux soignants. Ils n'ont pas besoin de médailles, ils ont besoin de masques, ils ont besoin de gel hydroalcoolique, ils ont besoin de tests, ils ont besoin de pouvoir faire leur boulot normalement, ils ont besoin que leurs heures supplémentaires soient payées, ils ont besoin de pas être au burn-out. Chez les infirmières, au bout de 3 à 5 ans, on quitte le métier pour un tiers parce qu'on est en burn-out. Ils ont besoin de tout ça, mais à la place, tous les soirs, on leur dit chapeau, on leur dit bravo. Bon, mais ils n'ont pas besoin d'applaudissements, tant mieux s'il y en a, mais ils ont besoin que les ministres, ils les aident à faire leur travail correctement et depuis des années, on fait l'inverse. Mais donc voilà, j'ai pas envie que, de la même manière qu'on remettait des médailles, et dans la Somme, on sait ce que ça veut dire, hein, remettre des médailles pendant toute la bataille de la Somme, pendant il y a un siècle,
qu'aujourd'hui, ça soit de la remise de médailles aux soignants. C'est pas des médailles ou des médailles pour les caissières. C'est pas des médailles qu'il faut, c'est que les gens soient respectés et respectés au niveau de leur fiche de paye, respectés au niveau de leurs conditions de travail. Et je dirais, je terminerai là-dessus, hein, c'est moi qui fais l'édito, mais que la démocratie, elle s'arrête pas à la porte de l'entreprise. C'est l'un des enjeux qui est pas évoqué pleinement dans ton livre d'ailleurs. Mais c'est voilà, il faut que aujourd'hui, ça doit être dans les entreprises, on doit pouvoir dire si on est en danger sanitaire ou pas et si on continue à travailler ou pas. Et les salariés doivent avoir leur voix au chapitre et que ça soit pas le propriétaire qui use, fructuse et abuse de ce droit, quoi. Et en 14, on fusillait ceux qui n'étaient pas contents, hein, ceux qui ouvraient leur gueule. Ouais. Et tu sais, il y a une infirmière qui m'avait dit, c'est pas la guerre de 14, c'en est une autre qui m'avait dit, vous devriez faire Radio Londres. Mais oui, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est un peu dans un temps de maquis. La manière dont on se parle là, c'est un peu le temps de maquis parce que moi, j'ai pas ma tribune, je peux pas monter à la tribune de l'Assemblée nationale, on peut pas poser des questions au gouvernement, on va pas aller faire les matinales radio et puis tout ça. C'est le temps de maquis, mais c'est le temps où doit se fomenter les réseaux. Et c'est le temps où doivent se fomenter les nouvelles idées, tout comme pendant le problème du Conseil national de la résistance, c'est fait dans cette clandestinité-là. Nous vivons confinés à un temps de clandestinité contrainte, ben faut la mettre à profit pour que demain on sorte, qu'on soit plus fort et qu'on les renverse, quoi. C'est l'exemple, hein, le CNR, c'est vraiment l'exemple à suivre. Bon, je te remercie beaucoup, Paul, même si j'étais plus bavard que toi sur la fin. Non, t'inquiète pas, on dit la même chose. Ouais. Merci beaucoup, Paul, et puis merci surtout pour ton bouquin avec Vincent Burnand-Galpin. Et vraiment, je le recommande parce que c'est, alors, il faut le recommander, mais faut pas le commander par Amazon. C'est ça la difficulté. Donc, moi, je me demande si je vais pas me faire une livraison spéciale par mon libraire parce que je pense que je vais arriver au bout de ce que j'ai lu et il y en a d'autres ouvrages que j'aimerais lire. Donc, voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Paul, en tout cas. Merci à toi, merci. Et puis, on continue surtout. Ouais, continue. Ouais. Bon.